Salut les mecs, l'heure est venue d'ouvrir la Serpent MTE pour voir ce qui s'est passé dans ce diff. Nous avons donc différentes théories, c'est ce que je voulais entendre. Et en fait, on aurait dû prendre des paris. Moi, je pense que c'est CL98 quelque chose, je n'arrive pas à retenir ce pseudo, qui a raison. N'oubliez pas, ce machin a été maltraité. On l'a envoyé Valdagen dans tous les sens, il s'est tapé une tonne d'arbres, on a tordu tour et l'avant, tour et l'arrière, décroché le pare-choc, pourtant toujours vivant. Tous ces chocs sont transmis aussi dans la transmission. Il y a une grosse déformation du châssis, etc. Donc les carlans qui tapent dans le diff, tout ce qu'il faut. On secoue évidemment aussi l'entrée du diff. Et il y a donc de grandes chances qu'on ait endommagé les roulements ou que le plastique de la cellule ait trop bougé ici à l'intérieur. Ce qui fait que les dents ont commencé à sauter. On a une autre théorie qui nous dit que c'est les diffs qui au départ étaient mal calés. Ça définitivement je suis déjà sûr que non, puisqu'on a roulé plein de packs avant que ça arrive et vraiment méchamment fort. Si ces diffs a été mal calé, si on avait eu trop de jeu, ça aurait claqué dès le départ. Je vais donc ouvrir ceci avec vous. Je l'ai uniquement rapidement nettoyé, puisqu'on a fini par passer dans la gadoue fatalement au moment où on s'est arrêté de rouler. On se retrouve donc avec toute la gadoue sur la machine. Et pour vous faire un diagnostic propre et clair, pour que ce soit plus facile pour vous et aussi pour moi plus agréable de travailler dessus. C'est quelque chose que je fais aussi en mécanique à l'échelle 1. Quand on m'emmène une voiture dégueu pleine d'huile et de graisse, la première chose à faire, c'est un bon lavage. Alors, nous allons enlever tout d'abord les roues. Donc c'est roues Louise qui ont fait un super boulot sur la prairie. Moi je pensais perso que la terre était plus molle sur la prairie, mais elle avait déjà séché. C'est un petit peu dommage. Ces pneus sont très très durs. Comme ils ont basé les mousses, ils ont pris les mousses de ces mêmes roues. Ces mêmes roues sont faites en fait en 1/5, mais plus larges. Enfin, les jantes. Et non l'inverse, pardon. Moins larges. Ici on a des jantes un peu plus larges et on se retrouve avec les mousses plus fines. On a donc ici à l'intérieur pas de mousse. On a le pneu qui est sur la jante. Par contre ça leur pose de toute évidence pas de problème. On est aussi, attention au poids. Ces roues sont plus lourdes que des roues de MT classiques, alors que c'est prévu pour truggy. Monter ça sur un truggy, ça va être chaud. J'avais fait la vidéo de unboxing avec la pesée. Entre temps, j'ai récupéré des mousses HPI Goliath. Je vais ouvrir ces jantes et on va couper une partie des mousses de HPI Goliath pour compenser ce manque de mousse et en mettre plus à l'intérieur pour voir si on est plus à l'aise. Les pneus étant durs, tout tape évidemment dans les roulements, la transmission, etc. Surtout qu'on a ici sur le Serpent des élargisseurs de mort. Et je comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ça au lieu de tout simplement nous mettre pas d'élargisseur et des roues à déport. Nous allons enlever le pare-choc arrière qui est relié aux cellules en bas. Donc l'engin a été entièrement nettoyé, donc j'ai acheté sur Amazon un bidon de 20 litres de nettoyant moteur. Il n'est pas agressif pour la ferraille. On a le même résultat qu'avec le nettoyant Gentu, par contre on est effectivement du coup moins cher. Alors pour vous qui êtes à la maison, qui n'avez peut-être pas autant de RC à faire ou de machin, ça suffira large de prendre le nettoyant Gentu. Je préconise le U parce que j'en ai testé plusieurs et le Gent U est celui qui n'agresse pas. Ah la vache, ils ont... Ah, tout s'explique. Et ouais, Mani, si tu avais regardé le plan, tu l'aurais vu aussi. Vous allez voir pourquoi le pare-choc se décroche pas ici. Il y a plein de marques sur lesquelles on a le souci qu'on finit toujours par arracher les vis ici ou décrocher le pare-choc. Et chez Serpent, ils ont été un peu plus malins que nous. Que les autres, ils ont fait des tétons qui règlent ça. On a par contre un autre souci, ça c'est quelque chose qui d'un côté c'est bien, de l'autre côté pas, c'est qu'à la sortie de ces vis ici de train derrière, on a des écrous en plastique.
L'avantage c'est qu'on peut les changer. L'inconvénient c'est que le plastique, quand il tourne dans le fourreau, et ben c'est mort. Alors là t'es bon pour aller, tu vois, te dépatouiller. Donc ça va mettre un peu de temps, désolé, hein, pour réussir à sortir l'écrou. Bon, moi j'avais déjà mis un mini-stop ici à ce niveau-là. Je ne vais pas simplement mettre un mini-stop M3 parce qu'il tombe dedans, c'est trop petit. Donc il faut réussir à maintenir l'écrou à l'arrière. On a la vis en plus dont la tête a lâché. C'est bien, comme ça en fait vous voyez les choses en temps réel. Tout ne va pas toujours super vite. Il y a 2-3 coms dernièrement qui m'ont bien fait marrer. Il y en a un qui a dit ouais Mani, il a dit il démonte pas tout. Je vous signale quand même qu'à 7 minutes 30 de la vidéo, la voiture est totalement en pièces sur les dabés. Nous avons ici quelque chose qui nous contrarie. Alors là, j'ai réussi à bloquer la tête de vis et j'arrive à faire bouger l'écrou arrière. Il faut toujours trouver une solution adéquate et rapide. On a très peu d'accès par l'avant. Si on passe un coup de disqueuse, on aurait été endommagé le plastique du pare-choc. Refaire l'empreinte, vu qu'on est dans le plastique, c'est pareil. Le plastique aurait encaissé le choc du chasse et on ne peut pas refaire l'empreinte. Et l'autre solution, sinon, était de percer, de casser la tête de la vis, c'est-à-dire tu prends un forêt de diamètre de la tête de la vis, donc 5-6 mm, tu perces la tête. À un moment la tête va tomber et on peut dans ce cas là, quand c'est une sortie arrière, si tu n'as pas moyen de sortir par derrière, tu es coincé. Et dans ce cas là on pourrait faire, c'est-à-dire casser la tête de vis et sortir ensuite le reste du filetage par arrière avec l'écrou. Voilà, maintenant il faut encore que le reste de la vis sorte de là. Elle ne veut pas non plus. Décidément. Tu vas voir, ça va bien se passer, je vais t'aider un petit peu. On a la vis qui tient quand même dans le plastique. Nous allons donc faire ce que j'ai dit. On va prendre un forêt bien affûté. Et on va bousiller la tête de vis. Alors on va voir si on arrive à avoir assez de place pour y accéder. Évidemment ça ne va pas marcher non plus. Voilà. Tu vois, tu as ici des tétons qui traversent le truc. Bon là évidemment je pourrais sortir mon diff sans démonter le reste, mais on va le faire. Et là il y a des chances aussi que la vis se mette à tourner. Ça aussi ça peut être contraignant. Parce que si la vis se met à tourner dans le plastique, elle va fondre. Et après c'est quéquette pour sortir. On va essayer de refroidir un petit peu. Alors j'arrive pas à percer proprement la tête de vis. On va voir si ça suffit pour sortir ce qu'il y a dedans. Non. Ça suffit pas. On va prendre une autre forêt.
J'arrive, les mecs, j'arrive. Bon, on va laisser refroidir cette histoire pour pas endommager le plastique. Et pendant ce temps, au lieu de vous faire attendre des plombes, on va démonter le reste. Alors, 2 vis sur le haut du carter. Les 4 vis du dessous ont déjà été enlevés avec le skid plate. Deux vis sur le bas du carter qui tiennent aussi la fixation des bras de suspension. Ce stade-là, tu ne peux pas encore sortir. Il y a les circlips. Vous avez vu aussi, ceux qui étaient inquiets à cause des circlips dans le tout-terrain, ça n'a posé aucun problème. Ça posait déjà pas de problème sur le Savage, il n'y avait pas de raison que ça pose de problème là, c'est juste un peu plus contraignant au niveau du démontage et c'est dommage. Nord aussi a encore ce système de clips dessus. Après, rien ne vous empêche, si vous avez des vis à la bonne longueur, de changer ça par des vis. Hein. Pas un problème. Alors, nous allons essayer de démonter un minimum. On va sortir l'axe. Attention quand vous sortez les axes, au cas où s'il y a des bagues de calage, que vous ne les perdiez pas dans la nature. On va pouvoir sortir de l'autre côté. Donc là, je les fais tourner un petit peu pour être sûr qu'ils soient bien libres, pour ne pas forcer. On a de la place devant, on va voir s'il sort par devant. Il ne sort pas. Très bien. On va donc laisser ça dedans et on va sortir le deuxième. Pour ne pas le perdre, vous pouvez tout simplement mettre un chiffon autour. On prend le tournevis plus petit, il ne veut pas coopérer, décidément. Là tu vois que ça ne va pas toujours vite. Voilà. On va enlever la cale de train, on va laisser les axes dedans. Les axes d'ailleurs qui ne se sont pas tordus. Hein. On a quand même forcé sévèrement dessus, on a pris un paquet de gamelles sur les essieux. Et on n'a pas flingué les axes. Par contre la qualité est pas top. On est déjà en train un petit peu d'avoir un petit nuage de rouille dessus. Alors qu'ils ont vu qu'une seule fois la flotte. Ouais. On sort le carter. On n'a pas de particules métalliques, mais comme je le dis toujours, nettoyer à la flotte c'est bien, mais ça rentre partout. Là c'est pas grave puisqu'on démonte entièrement l'engin pour aller s'assurer de ça. On va sortir le diff. Et là je vais vous montrer un truc, vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Donc je vous ai déjà dit souvent, je ne suis pas fan de ces roulements épaulés parce qu'ils sont relativement petits par rapport à des roulements standards ici 16 par 8 par 5 aux sorties. On a un pignon d'attaque qui n'a pas spécialement de traces. On n'a pas de copeaux métalliques à l'intérieur et on a pourtant un diff qui a sauté. On a des traces sur les dents, mais les dents sont entières. Et regardez ce qui s'est passé. On a ici le roulement de sortie qui est entier et regardez l'autre. Voilà ce qui s'est passé les mecs. C'est le roulement de diff qui a éclaté. Ça, c'est dû au maltraitement par le pilote. Hein, clair, il n'y a pas photo, c'est 100% la faute du pilote. Le roulement a bloqué, et il a forcé et il a cassé. Une fois que celui-ci était cassé, ben le diff, lui, peut se mettre de travers. Et ensuite, eh ben, clac, 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 clac. T'as les dents qui sautillent. Comme vous pouvez le voir, il a bien encaissé. C'est donc bien du matos solide, ces diff Serpent, même si les dents sont ridiculement petites. Qu'on a des roulements qui sont pour moi clairement sous-dimensionnés. Enfin, pour moi, clairement, pour MT, au départ, quand on regarde ça, c'est sous-dimensionné. Pourtant, il a encaissé. C'est uniquement ceci qui a causé le problème. Moi, je vais donc changer mes roulements. On va du coup devoir compenser un petit peu. Évidemment, comme ça a claqué, même si les dents n'ont pas l'apparence d'avoir été spécialement endommagées, on aura de toute façon perdu un tout petit peu de matière. Ça, ce sont des choses qu'on va rattraper avec une petite rondelle de calage d'un côté pour ramener un peu le diff vers le pignon d'attaque ou entre le pignon d'attaque et le roulement arrière pour avancer le pignon d'attaque là-dessus. C'est pas un problème.
Impressionnant comme c'est parti en morceaux. Heureusement pour nous, les billes sont sorties devant. Elles ont foutu le camp à l'extérieur, c'est qu'il n'y a rien qui est rentré et ça n'a pas endommagé le diff. Donc ça, c'est une réparation pas très compliquée à faire. Moi, je vous laisse là parce que je vais démonter cet engin pour faire l'entretien comme il faut. Au passage, n'est-ce pas? Globalement, donc, je suis très satisfait de cet engin. Motorisation, c'est bien fait. Le rapport de transmission, pas trop long, pourrait être un tout petit peu plus court. Je vais voir si on peut mettre un pignon un tout petit peu plus petit, peut-être. Je vais descendre. Je crois qu'on a du 13 d'origine ou du 14. Peut-être descendre à 11 ou 12. On perdra la Vmax, mais on gagnera un petit peu en autonomie. Et vous avez vu, évidemment, bon là j'avais des grosses roues dessus. Ces roues sont plus grandes en diamètre que celles d'origine. D'un autre côté, celle d'origine, elle ballonne, donc on compense par là. Le fait de foncer comme un bourricot dans le pré avec ces roues ont vidé rapidement les batteries. Parce que forcément on a fait des grandes distances, même si ça n'a pas l'air, on faisait facilement 500 mètres tout droit aller-retour. Ça a tiré fort sur les lipos et moi je préfère tirer un petit peu moins fort là-dessus. Donc il n'y a vraiment pas grand chose à faire sur cet engin pour un utilisateur normal. Parce que là c'était les tests, on lui a mis une vingtaine de packs vraiment très fort. Donc moi perso je suis convaincu par cette machine, elle a tout encaissé. On a tordu la tourelle, mais là ça change. J'ai reçu la tourelle renforcée, donc pour mettre à l'arrière, et j'en suis quand même commandé une deuxième pour mettre à l'avant. Donc moi je vais équiper cet engin avec 2 tourelles comme ça option. Je vais laisser quand même mes petits renforts nylon. C'est pas grand chose, mais tiens, je vais vous le montrer. Pour vous dire que les tourelles d'origine sont flexibles. Regarde. Je sais pas si tu vois, mais quand je presse ici, j'arrive à faire bouger ma tourelle. Tu vois? Donc, ces petits tubes en nylon, ils font quand même le boulot, sans être trop rigides. Si évidemment, on pourrait mettre la tige filetée et du tube alu. Mais ça sera peut-être trop. Alors moi, je vais, avant de monter ces tourelles-là, je vais continuer comme ça. On va évidemment calmer un peu le jeu sur l'utilisation de la machine. Et on verra ce qui se passe avec la durée dans le temps, avec ses diffs, ses roulements, etc. Mais ouais, définitivement content de la machine. C'est un bon rapport compromis quand même. On est à 600 € en gros. C'est moins cher qu'un REVO. C'est plus cher qu'un, par exemple, Kraton V4. Mais on a quand même ici plus le look MT. On a des pare-chocs beaucoup plus conséquents. Ce qui manque par rapport au Kraton, c'est clairement la protection centrale. Là, on a fait un arceau. L'arceau, tu n'en as pas besoin si tu mets tout de suite une carreau incassable, ça c'est sûr. Tu es tranquille. Contrairement au Kraton, l'étagement de transmission est mieux fait. On a beaucoup trop d'efforts sur cette transmission du Kraton avec ses grosses roues. On a quand même beaucoup de gens qui cassent des pignons, parce qu'en 11 et en 12, à me dire, on est quand même sur des... C'est délicat, on a beaucoup d'efforts sur les dents des pignons, et ça ramène vite des casses. Après, il y a aussi beaucoup de choses qui sont dues à de la caillasse qui passe. Donc à voir. Moi, définitivement, je préfère clairement la conduite et l'utilisation de cette machine par rapport au Kraton. Il est plus cher. Il a quand même encore quelques petites choses à faire. Enfin, sorti de la boîte, il a vraiment dit, tu te prends 2 tiges de nylon, tu renforces tes tourelles, tu fais le tarage suspension à ta sauce. Et sans oublier surtout d'aller serrer les BTR ici des noix de cardan à l'intérieur. Donc soit tu perces comme moi, mais il y en a qui vont pas forcément aimer, tu perces un trou de 4 mm ou 5 dans la cellule entre les 2 roulements. Tu mets ton tournevis, tu serres tes BTR, enfin tu les sors, tu mets de la loctite, tu les remets, tu serres. Ensuite tu peux mettre une vis dedans. Si tu fais un trou en 4 ou 4, 2, 4, 5, tu peux mettre une M5 à l'intérieur, assez courte pour boucher le trou. De l'autre côté, de toute façon, la saleté arrive par devant pour le roulement. Le petit peu qui va ici rentrer dans le trou sera ridicule. Ça dépend aussi, bien évidemment, de combien tu fais ton entretien. Si tu sais que tu n'aimes pas trop entretenir, tu bouches le trou tout de suite. Moi, ça ne va pas poser de problème. Et puis voilà, après le reste, on verra avec le temps. Si effectivement ces cales en plastique, elles éclatent ou pas. On a vraiment que du plastique à l'arrière, mais c'est assez épais. J'ai évidemment aussi un petit peu réglé la vis de butée pour empêcher le triangle de descendre pour que le cardan ne puisse plus sortir. Ça aussi, c'est des conditions extrêmes. On y allait vraiment fort à taper la butte en wheeling. Donc déjà beaucoup d'efforts sur le train arrière. Plus remis un coup de gaz brutal. Là, c'est sûr qu'avec la torsion, on avait fait des trucs. C'est sorti. Il est peut-être même probable,
je pense, personnellement, que le moment où ce cardan est sorti, c'est là que ce roulement a été endommagé. Voilà. Parce que si on y regarde de plus près, tu vois, ça c'est des fois l'erreur. Vous avez vu en live la boulette, on a fait un... On n'a pas cherché. On a constaté que le roulement était défaillant, mais on n'a pas cherché la cause. En discutant avec vous, j'ai pu me rappeler ce moment où ce cardan est sorti. Et regardez, on a ici un impact. C'est le moment où le cardan est sorti et il s'est coincé là. Normalement, il est ici et il s'est retrouvé ici. Donc vous voyez l'augmentation de la distance entre le moyeu et le cardan. Ceci a donc causé une énorme pression sur le roulement et c'est très probablement ce qui a détruit le roulement. Donc soit les billes effectivement ont lâché, ça a coincé, ça a détruit, soit c'est l'incident avec le cardan qui a forcé ceci. Ou évidemment des chocs à plusieurs reprises sur les mauvais atterrissages, les mauvais traitements qu'on lui a fait, surtout en utilisant la pleine puissance en 6S au moment d'arriver au sol. Voilà. Je vais donc changer ce roulement, on va se remettre en route et vous verrez, je vous rassure, encore évoluer cet engin ici parce que je le garde. Enfin, je dis toujours ça, après un moment je suis quand même obligé de les vendre parce que j'en ai 5 autres à faire et qui sont à moi aussi. Salut les mecs.